que... Il semble que... Hein? Je me fie sur toi, Sarah, là, tu m'as dit que ça marchait. OK. C'est super de notre côté. Ça marche-tu? Oui, On bon. va très bien. OK. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis Renée Robichaud, je suis psychiatre à la clinique du Faubourg Saint-Jean à Québec. On m'a demandé aujourd'hui de vous parler un peu du cadre, qui est un petit peu notre pièce maîtresse pour être capable de gérer une clientèle plus difficile. Et puis, à l'intérieur de tout ça, bien sûr, on va parler un peu des attitudes à privilégier. Si jamais il y a des questions, je pense qu'on préfère toujours à la fin. Je ne sais pas. Oui, c'est ça, on préfère à la fin. Il y a une période d'échange. Donc, établir un cadre, des règles pour essayer de préserver l'alliance thérapeutique avec cette clientèle-là, éviter l'abandon et éviter, bien sûr, l'épuisement puis les réactions contre-transférentielles, puis les attitudes qu'on aime privilégier pour que ce soit plus facile. Bien sûr, pourquoi on en parle puis pourquoi on parle d'attitude, mais c'est que c'est une clientèle qui est souvent plus difficile en relation avec nous comme intervenants, mais aussi dans leur vie de tous les jours. Pourquoi c'est difficile d'être en relation avec ces gens-là? Oups. Tout d'un coup, ça ne marche plus. OK. Bien, en fait, c'est des gens qui ont une impression de compétence apparente, c'est-à-dire que c'est des gens qui, quand ils ne sont pas en crise ou qui ne sont pas en conflit ou que tout va bien dans leur vie, ben, ils ont l'air de monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas nécessairement des difficultés chroniques. Leur motivation à changer est souvent très instable. Hein. Vous le voyez probablement, vous, dans vos propres cliniques. Quand tout va bien, on dirait que tout d'un coup, ils ont le goût de délaisser, puis tout va bien, ça n'arrivera plus. Quand tout va mal, par exemple, mais là, ça urge, puis il faudrait les aider rapidement. Ils sont à haut risque de comportements dommageables. Souvent de l'incohérence aussi, des contradictions dans leur demande d'aide. Ceux qui travaillent dans les urgences peuvent le voir peut-être plus souvent. Hein, le patient y arrive de lui-même pour de l'aide, mais quand on lui dit, ben, on aimerait peut-être vous hospitaliser, oh là, non, 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 je veux rien savoir, je veux m'en aller. Fait que on est dans la contradiction. Des attitudes aussi souvent qui peuvent susciter le désir de prise en charge, c'est-à-dire qu'ils nous donnent le goût d'être leur sauveur, donc ce qui les déresponsabilise, ou de rapidement référer ailleurs, c'est-à-dire on n'a pas le goût de s'en occuper parce qu'ils ne sont pas toujours agréables. C'est des gens très anxieux face à l'abandon et au rejet, donc d'où pourquoi ils peuvent avoir besoin régulièrement de... Y a-t-il une question? Ou... Non, je pense qu'il y a un micro qui est resté ouvert. Est-ce que c'est possible de fermer vos micros, s'il vous plaît? Vous pouvez poursuivre, Dr. Robichaud. Oui. Donc, des gens qui vont avoir besoin de tester l'engagement de l'intervenant, tester parce qu'ils veulent savoir si on les aime, si on est attaché à eux. Du clivage, beaucoup de clivage. Hein. Ils nous adorent à un moment donné, puis après ça, ils nous détestent pour parfois des raisons nébuleuses. C'est des gens qui peuvent être très intolérants aux frustrations, aux délais de service, qui peuvent les rendre plus agressifs, faire des demandes excessives, puis qui entrent le plus souvent en mode relationnel pathologique, qui peuvent être basés sur de la manipulation ou de la provocation, ou en tout cas qui peuvent nous amener le senti qu'on est manipulé ou qu'on se fait provoquer. J'ai de la misère à... OK. Désolée. Qu'est-ce qui se passe quand on a ces attitudes négatives ou ces fausses croyances par rapport aux troubles de la personnalité ou le trouble de la personnalité limite ici, mais qui s'applique quand même à tous les autres types de troubles de personnalité? C'est quand les patients présentent des symptômes, des réactions, des tentatives d'entrée en relation, et bien l'effet que ça a sur l'intervenant, s'il n'est pas bien habilité, réactive en une chaîne de réactions, une chaîne d'émotions, qui finalement risque d'avoir un effet négatif sur le patient et puis risque d'avoir un effet plus renforçateur des comportements et des symptômes, puisqu'au fond, on vient un peu confirmer les perceptions du patient comme quoi ils ne sont pas aimables ou comme quoi ils ne valent pas la peine.
Comment on appelle ça, en fait, cette réaction-là? C'est le contre-transfert. J'espère qu'à ce niveau ici, vous en avez tous au moins un peu entendu parler. Cette fameuse réaction, ce fameux phénomène qui se produit en nous quand on laisse nos sentiments influencer la façon dont on interagit ou qu'on réagit avec notre patient. C'est un phénomène qui est inévitable dans un contexte d'intervention en santé mentale. Il y a un risque d'impact négatif majeur sur nos interventions, le processus thérapeutique ou même l'état mental, votre propre état mental, si vous vous laissez trop aller dans ce contre-transfert. Une mauvaise gestion du contre-transfert, c'est l'une des causes principales des échecs de traitement, de la fatigue de compassion puis de l'épuisement professionnel des intervenants. Donc, il est impératif d'apprendre à reconnaître ces réactions émotionnelles suscitées par la dynamique relationnelle avec cette population, puis d'apprendre à les gérer adéquatement. En fait, ce qu'on aime, c'est de pouvoir l'utiliser comme allié, comme outil dans notre relation avec le patient. Sinon, on risque alors de devenir contre-thérapeutique. Donc, ce qu'on vous demande ici n'est pas nécessairement de dire, ce patient-là qui me rendait en colère, je vais m'arranger pour qu'il ne me rende plus en colère. Ce qu'on vous demande, c'est de plutôt être capable de voir cette colère et pouvoir maintenant réfléchir à comment vous allez utiliser cette émotion dans votre relation avec votre patient et de l'utiliser d'une autre façon que de la réagir et d'avoir en réponse à cette colère, peut-être le goût de le rejeter ou au lieu de lui donner un rendez-vous dans une semaine, de plutôt dire je vais le voir dans un mois ou deux ou plutôt essayer de le référer ailleurs. Là, on serait probablement plus dans notre contre-transfert. Vous aurez compris que le transfert, c'est d'abord ce que le patient amène vers l'autre, donc la réaction du patient, et puis la réaction de l'intervenant, c'est le contre-transfert, donc la réaction face à l'émotion qui nous est envoyée. C'est un mode de relation qui est pathologique. Le patient qui souffre d'un trouble de personnalité peut pas, c'est un peu comme un jeu de rôle. Le patient peut pas jouer son rôle si quelqu'un lui donne, peut juste jouer son rôle si quelqu'un lui donne la réplique. Donc, si on agit notre contre-transfert et qu'on vient confirmer les perceptions du patient comme quoi il n'est bon à rien, il ne brille pas et on le rejette, ben là, on vient agir notre contre-transfert, donc on vient d'entrer dans l'espèce de complémentarité individuelle qui s'est créée dans la relation avec le patient. Puis il ne faut pas oublier que ce qu'il crée en nous, c'est ce qu'il crée tout autour d'eux. C'est souvent comme ça aussi que ça m'aide moi-même avec les patients les plus difficiles à éviter de le prendre personnel ou de le vivre comme une attaque personnelle parce que c'est souvent là, surtout les patients assez habiles là, pour venir nous déstabiliser. Ce qui est difficile, c'est de pas de sentir l'agression personnellement. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que ces gens-là créent ça, ce type de relation-là autour d'eux depuis très, très, très longtemps. Des fois, ça peut aussi nous aider à développer plus d'empathie envers ce type de clients qui, effectivement, s'il nous rend, nous, souffrants, bien, imaginez comment il peut rendre tout son entourage souffrant. Donc, des exemples juste comme ça, banals, pour vous aider à comprendre. La personne plus dépendante qui induit toujours le contrôle, la domination de l'autre, puis qui se plaint qu'on lui dit toujours quoi faire, mais qu'au fond, quand on regarde un peu dans ses profils relationnels, bien, elle se met toujours en position où est-ce qu'elle attend que les gens lui disent quoi faire. Le paranoïde, lui, qui induit des comportements cachetiers, on me joue toujours dans le dos, mais au fond, il se méfie tellement que l'équipe a toujours l'impression qu'il doit dissimuler certaines choses, même des trucs pourtant anodins, donc qui amènent des comportements encore plus de méfiance chez le paranoïde, ou le TPL qui induit une surprotection et une déresponsabilisation quand elle va dire, par exemple, si ça continue, je vais me tuer. Et de l'autre côté, ben alors je vais vous mettre en cure fermée, donc je vais vous déresponsabiliser, je vais reprendre le contrôle, alors que ce qu'on souhaite, c'est de faire le contraire. Donc, la notion centrale ici de complémentarité induite est de se rappeler que ce n'est pas toujours à propos de vous. Hein? Ce que le patient crée, c'est ce qui se passe dans sa vie, c'est sa façon d'entrer en relation. Donc, maintenant, regardons plus comment aborder le cadre et certains outils. Prenez l'habitude de deux choses. C'est souvent ce qu'on se dit, nous, en équipe ici. On veut aider, mais surtout, on ne veut pas nuire.
Puis avec cette clientèle-là, c'est risqué de nuire si on ne fait pas attention justement au cadre et à nos réactions contre-transférentielles. Donc, instaurer le cadre thérapeutique. C'est sûr que vous avez entendu ce mot-là parce que je pense que c'est probablement le mot que j'utilise le plus souvent dans mes journées de travail. Avez-vous mis le cadre, que vous allez le cadrer? Bien là, il va falloir reviser le cadre, bien là, il va falloir rediscuter du cadre, il va falloir l'ajuster, il va falloir... Bon. Fait que le cadre est souvent dans notre discours, mais c'est quoi, en fait, le cadre? Hein? C'est un ensemble de règles. C'est aussi simple que ça. C'est des balises. Hein? Ça peut être implicite, explicite, mais ça vient, l'objectif est de structurer la relation thérapeutique. On peut mettre des règles, que ce soit sur le temps, l'espace, des règles plus spécifiques en termes de violence, risque de violence, gestion des crises, les gestes dommageables, le respect envers le personnel, mais ça doit aussi impliquer le rôle de l'intervenant, l'engagement de l'intervenant. Je m'engage à être présente, je m'engage à être disponible. Puis, on doit se positionner comme professionnel bienveillant et non pas comme un ami ou un sauveur. Donc, ça vient préciser les règles, les conséquences aussi du non-respect de ces règles. Ça va permettre de la continuité des soins puis l'atteinte des objectifs. Parce que quand on est toujours dans la gestion des règles, puis des agirs, puis des gestions de crise, bien, pendant ce temps-là, on ne travaille pas sur nos objectifs, on ne travaille pas sur ce qu'on voudrait faire avec notre patient. Ça permet aussi d'uniformiser les soins, d'avoir une meilleure cohésion d'équipe et d'éviter le clivage. Le clivage est un gros enjeu qu'on va vivre régulièrement dans les équipes qui ne sont pas en accord ou les équipes qui ne comprennent pas bien le plan ou qui ne sont pas toujours en accord. Puis, effectivement, bien sûr, c'est que l'expertise du patient a amené du clivage dans l'équipe à laquelle on se fait jouer des petits tours. Puis, peu importe l'expertise qu'on peut avoir, je veux dire, si je parle juste de l'unité du J4000 à Québec, qui est une hospitalisation brève pour notre clientèle, je peux vous dire que du clivage, il y en a à tour de bras tout le temps. Alors, puis c'est nos patients qui amènent ça. Alors, ils sont bons là-dedans. Mais d'avoir un bon cadre, un cadre qui est stable, qui est constant, puis qui est appliqué par tout le monde, bien, ça va aider à diminuer ce clivage-là. Ça va aussi diminuer les comportements régressifs, c'est-à-dire aller chercher plus la partie intérieure adulte, puis diminuer les comportements qui sont plus immatures ou qu'on pourrait même parfois, à la limite, dire que c'est enfantin. Ça évite d'agir de façon impulsive pour l'intervenant parce que si on se laisse amener dans nos réactions émotionnelles, puis qu'on devient contre-transférentiel, puis que là, on atteint une propre limite à nous-mêmes, puis qu'on dit au patient, ben ça y est, non seulement on se verra pas à 4 heures, mais on se verra pas pantoute, genre, mais là, on vient de dépasser notre propre limite personnelle. On vient de sortir du cadre, mais là, on vient de devenir punitif, ce qui crée l'effet inverse chez cette clientèle-là. Pour réduire l'anxiété du patient, mais aussi de l'intervenant, en créant un environnement qui est prévisible, structurant, qui rassure, qui sécurise à long terme. Peut-être que nos patients au début vont réagir beaucoup, n'aiment pas le cadre, n'aiment pas les règles, mais éventuellement, on le sent très bien, nous, ici, avec notre clientèle, ça devient de plus en plus sécurisant quand ils savent à quoi s'attendre, puis quand ils savent que ça va être constant, puis que ça va toujours être appliqué. Ça permet de travailler sur la stabilité, l'autonomisation des patients, puis de les responsabiliser. Et éventuellement, ça freine les comportements problématiques. Donc, tout ce qui est, agressivité, manipulation, gestes dommageables, demandes incessantes. Donc, avant le cadre, à quoi ça peut ressembler? Si vous imaginez, par exemple, le niveau 1, c'est les demandes répétées, pas niveau 1, symptôme 1, le symptôme 2, c'est les arrivées toujours en retard, symptôme 3, l'automutilation, la surutilisation des services, la consommation de drogue, imaginez qu'il y en a plein. Comment on peut mettre de l'ordre là-dedans? Bien, le cadre va devoir impliquer tous ces types de comportements-là, puis l'utilité du cadre, si vous le voyez, c'est le pointillé bleu, c'est qu'il soit mis en place avant la grosse ligne rouge. La grosse ligne rouge, c'est vos propres limites à vous.
Hein, si le cadre est appliqué et bien fait, ben, on n'aura pas à venir jouer dans nos réactions, ou en tout cas avec la même intensité, venir jouer dans nos réactions contre-transférentielles, parce qu'avant d'aller chercher nos propres limites émotionnelles à nous, ben, on a un cadre qui va nous aider à structurer le tout. Donc, comment on l'instaure, le cadre? Bien, en premier, il faut identifier c'est quoi les comportements qu'on ne veut pas tolérer, c'est quoi les comportements qu'on souhaite qu'ils développent, qui sont plus adaptés. Ensuite, c'est quoi les conséquences à ces comportements-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on prive des privilèges ou est-ce qu'on remet la rencontre à une date ultérieure ou est-ce qu'on ne peut pas donner la médication si on apprend qu'ils n'ont abusé? Est-ce que, bon, donc c'est des choses à laquelle il faut que vous puissiez réfléchir. Puis ensuite, bien, avant de le mettre en application, puis ça, c'est un enjeu, on le voit même chez nous, J4000, non, lui, on avait dit que maintenant, c'est un protocole de 72 heures maximum. Donc, on applique 72 heures d'hospitalisation, mais on ne l'a jamais dit aux patients. Ça fait qu'imaginez la réaction du patient. L'idéal, c'est d'être prévisible. Si on évoque qu'une hospitalisation pour un patient n'est pas indiquée, puis qu'on choisit que là, il faut raccourcir la durée, bien, il faut informer le patient que la prochaine hospitalisation va être raccourcie et voici pourquoi, puis voici les raisons. Donc oui, ça va le faire réagir, mais c'est beaucoup plus responsabilisant pour lui de savoir à quoi il va s'attendre pour le futur. Donc, après ça, il faut l'appliquer. Puis ça, c'est souvent une étape qui n'est pas évidente pour surtout des équipes qui sont moins habituées. Donc, l'appliquer de façon constante, qui est souvent la partie la plus difficile. Les gens vont avoir tendance au début de dire, ah ben là, ça ne marche pas, on va l'adapter. Ouais, ben là, peut-être qu'on était trop rigide. Ouais, mais là, peut-être. Parce qu'il y a toujours une période de testing puis de négociation qui est à prévoir. Le patient, au début, il ne sera pas d'accord, ou au début, il va réagir, ou au début, il va s'essayer. Fait que si on n'est pas capable d'être certain dans notre position, mais c'est sûr que ça peut amener des enjeux par la suite. Bon, rappel des horaires, des modalités. Bon, répétez calmement les règles si elles sont testées. Souvent, ce que j'ai comme question, c'est, ben oui, mais là, j'ai un patient qui a un trouble de personnalité, je m'en rends compte maintenant, mais ça fait déjà 6 mois que je le suis. Comment je vais lui annoncer ça? Moi, qu'il faut que je mette un cadre. Il va se sentir rejeté, puis il va être fâché. Alors ici, c'est des petites phrases qu'on a montées juste pour vous aider à, si vous êtes dans votre tête, à vous dire, mon Dieu, mais là, il va falloir que j'aborde ça avec mon patient. Donc, je souhaite aborder un sujet important avec vous. Depuis quelque temps, je sens que vous vous en remettez beaucoup à moi ou à l'équipe pour gérer votre souffrance. Mon souhait, c'est de rester thérapeutique à votre égard et surtout ne pas vous faire perdre vos acquis. Donc, déjà là, on est en train de lui dire qu'on ne veut pas le perdre comme patient, qu'on veut continuer d'être là pour lui, mais que là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on ne veut pas lui faire perdre ses acquis. Donc, là, il faut l'aborder avec lui, puis il faut essayer de voir comment on va pouvoir restructurer ça. Donc, on veut minimiser le sentiment d'échec. Je ne vous dis pas qu'on va toujours réussir à l'éviter, mais ce qu'on veut, c'est le minimiser afin de nous permettre de rester thérapeutique. Je me dois d'élaborer un plan, un cadre avec vous. Il est impossible pour nous d'être présents pour vous à chacune de vos demandes. Ça risque de vous faire sentir abandonné, rejeté. Donc, déjà de le dire aux patients. Avec tout ça, vous risquez là, de vous sentir abandonné. On le sait que pour vous, c'est un enjeu. Donc, il faut qu'on aborde cette possibilité-là ensemble. Je vous propose qu'on établisse ensemble un plan détaillé en lien avec la fréquence de nos visites, des appels et surtout quoi faire lorsque vous n'allez pas bien entre nos rencontres. Parce qu'il faut s'attendre à ce que les patients qui arrivaient déjà chez vous en crise, puis qui demandaient des rencontres de surplus, mais si vous vous dites c'est parce que ça ne peut plus continuer comme ça, bien, il faut déjà prévoir avec lui c'est quoi le plan de match, c'est quoi qu'on fait la prochaine fois que vous faites une crise et que je ne pourrai pas à ce moment-là vous voir. Le défi avec cette clientèle-là, des fois, c'est d'avoir des cadres trop rigides, des cadres à laquelle on a des attentes peut-être trop élevées pour ce que le patient est capable de s'engager. Des fois, ça peut augmenter l'agressivité, l'opposition ou le sentiment de rejet. Et il faut être capable d'avoir un cadre ferme, mais ferme ne veut pas dire rigide. Alors, il faut savoir un peu distinguer, il faut être capable de s'adapter.
En même temps, s'il y a pas assez de structure, que le cadre n'est pas assez ferme, ben là, on vient renforcer les comportements dysfonctionnels parce que si le patient comprend que s'il essaye assez fort, il va finir par réussir à vous convaincre, ben à chaque fois, ça va juste aller un petit peu plus loin. Puis là, ben, vous êtes en train de créer un cercle vicieux à laquelle vous tentiez au départ de mettre fin. Puis le défi, comme je vous disais tantôt, la constance dans son application, c'est-à-dire de le faire appliquer ce plan par tout le monde, c'est un grand défi. Actuellement, on a des patients, j'en ai une en tête là, qui s'en vient justement, qui vient d'être hospitalisée au J4, puis elle, le cadre ne s'applique pas juste à la clinique où je suis ou à l'unité d'hospitalisation où je suis. Depuis quelques semaines, ça s'applique à toutes les urgences de Québec, à tous les urgentologues qui travaillent dans les urgences, à tous les intervenants dans les centres de milieu de thérapie. Je reçois des appels presque à tous les jours. Plus personne ne sait trop, puis pourtant le cadre il est clair, mais comment informer autant de gens de fonctionner de la même façon? Fait que là, le testage est rendu très, très large. Fait que là, ça, c'est un gros défi au niveau de la constance ici. Donc, des stratégies pour assurer des bonnes pratiques, une cohérence, concertation entre les intervenants. Éviter les contradictions de les membres de l'équipe, c'est pas toujours, c'est l'idéal, c'est pas toujours faisable, je comprends bien. Expliquer aux patients que les décisions sont collectives et concertées. Ça, c'est un truc, c'est un des premiers trucs que je donne à mes étudiants quand ils arrivent en stage chez nous. Quand vous allez rencontrer les patients, vous allez tout seul avec, ils vont s'essayer, ils vont vous demander des permissions, ils vont vous demander, ne prenez aucune décision. Ramenez toujours ça au cadre et à l'équipe. Je vais en parler avec l'équipe. Je vais voir si ça s'applique dans votre plan ou dans votre cadre. Fait que c'est un peu la façon, même nous, comme intervenants, quand on discute avec eux puis qu'ils s'essaient, oui, mais là, si j'avais mon cellulaire, je pourrais. Désolé, c'est le cadre. Fait que ça nous décharge un peu au niveau de la charge émotionnelle que le patient va nous transmettre quand on s'en remet au cadre. Utilisez vos réunions d'équipe pour ajuster les interventions si nécessaire. Communication claire, bienveillante, donc formuler des règles claires, informer le patient, utiliser une posture neutre, ne pas entrer dans des débats émotionnels avec le patient, utiliser le cadre comme un outil. Donc, mettre en place, si nécessaire, même des contrats thérapeutiques pour faire signer le patient s'il faut. Rappeler que les règles sont là pour aider le patient et non pas pour le punir. Valoriser les progrès en respectant le cadre. Donc, en cas d'agressivité, c'est important de maintenir toujours une attitude calme, de rappeler les règles, utiliser des sanctions qui sont proportionnées. Et le plus souvent, s'ils sont prévus d'avance, ça va vous permettre d'avoir des sanctions proportionnées. Des demandes répétées et envahissantes, c'est de toujours rappeler fermement, mais toujours avec empathie. C'est quoi la limite? Je vais vous voir à telle heure, mais pas avant. Puis, il ne faut pas céder au chantage. Parce que si après écœurantite aiguë, vous cédez au chantage, là, vous êtes fait pour la prochaine fois. Comprenez? Les tentatives de clivage entre intervenants, ça, c'est l'importance du travail d'équipe puis d'assurer la bonne communication. Puis, comment éviter l'épuisement des soignants? Le cadre a un grand rôle à jouer pour éviter l'épuisement parce que le cadre ordonne qu'il y ait un meilleur travail d'équipe si on veut être capable de maintenir notre cadre. Ça évite les prises en charge trop personnelles parce que là, on dilue la responsabilité sur les autres membres de l'équipe. Ça permet aussi un endroit pour débriefer, pour parler du compte transfert que ces patients-là nous font vivre. Puis ça nous permet de conserver la posture professionnelle qu'on souhaite maintenir. Donc, si par exemple, vous avez une patiente TPL qui demande systématiquement à avoir un intervenant en dehors des heures prévues, elle insiste en disant qu'elle est en crise, menace d'automutilation si on ne la reçoit pas immédiatement, quelqu'un pourrait répondre quelque chose comme « Je comprends que vous ressentez une grande détresse en ce moment, donc on valide que la personne, on voit bien que la personne ne va pas bien. Cependant, nos rencontres sont prévues à des moments précis pour garantir un suivi efficace. Si vous êtes en danger, nous pouvons explorer des solutions adaptées, mais je ne peux pas déroger des règles. » Un patient narcissique qui se plaint d'un collègue, qui dit qu'il est incompétent puis qui voudrait parler à quelqu'un d'autre de plus compréhensif. Encore là, tous les membres de l'équipe travaillent ensemble pour vous accompagner. C'est normal que vous ayez des affinités différentes avec certains, mais nous suivons une ligne de conduite commune pour assurer la meilleure prise en charge possible. Donc, remarquez ici, on parle au « nous ». Donc, puis j'ai l'habitude avec mes patients de toujours parler au « nous ».
C'est jamais je, c'est jamais moi, c'est jamais le docteur, c'est le nous. Un antisocial qui demande des privilèges, ben, les règles sont les mêmes pour tout le monde, sont là pour assurer un cadre sécurisant. Je comprends que ça puisse être frustrant, mais nous ne faisons pas d'exception individuelle. Encore là, le nous. Donc, en conclusion, ça peut être le fun de travailler avec cette clientèle-là. Ceux qui sont ici aujourd'hui doivent quand même y retrouver une certaine gratification. Mais oui, ça peut être très frustrant. Mais quand on les comprend mieux, quand on est mieux outillé, ça devient plus facile, puis ça devient encore plus agréable. Le cadre, c'est un élément essentiel à mettre en place dès le début du suivi. C'est une protection, pas juste pour le patient, mais aussi pour vous-même. Ça doit être clair, prévisible, cohérent et constant. C'est parmi les 4 qualités principales d'un bon cadre. Les patients, ils vont tester. Ça, c'est ceux qui vont tester. Ça fait partie de la game. C'est comme un ado qui vous teste quand vous mettez vos règles à la maison. Ça fait partie de la game. Mais si le cadre est stable, ça va favoriser leur progression. Bon, le travail d'équipe qui reste essentiel pour assurer la prise en charge et la protection entre vous. J'ai dépassé mon temps, hein? Je suis désolée. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Dr. Robichaud. On le sait que c'est pas facile de rentrer ça en 20 minutes, donc c'était vraiment intéressant.